On est, dans une tiny house, qui est installée sur un tiers-lieu, juste à côté de nos ateliers de construction de tiny. Et donc le tiers-lieu, il rassemble plusieurs entreprises qui œuvrent pour la transition écologique. Le tiers-lieu, il s'appelle Macondo. La veine un peu de Macondo, c'est de défendre une transition écologique assez radicale, avec du coup, enfin, essayer de repenser notre manière de vivre. Donc pour la tiny house, c'est lié à l'habitat, à notre manière d'habiter. Il y a aussi une vraie volonté de montrer que c'est possible de construire avec des matériaux de réemploi. Donc ici, le site, il a été construit en partie avec des matériaux de réemploi qu'on est allé démonter sur différents chantiers. Et donc la veine de Macondo, c'est un peu de montrer à hauteur entrepreneuriale et à grandeur nature que c'est possible de créer des choses plus respectueuses de l'environnement. Alors moi, de formation, je suis ingénieure génie civil. J'ai travaillé d'abord 8 ans en bureau d'études, principalement à l'international, des projets d'adduction d'eau potable, principalement en Afrique. Voilà, suite à ça, j'ai travaillé dans une boîte de construction de travaux publics où j'ai coulé beaucoup de béton. J'ai fait des gros chantiers. Enfin, j'ai pas coulé moi-même du béton, mais je travaillais sur des projets d'envergure d'aménagement qui engendrent beaucoup de construction, de béton, de terrassement, etc. Et j'ai vraiment eu envie de faire de mon métier quelque chose de beaucoup plus local et beaucoup plus respectueux de l'environnement, et arriver à allier mon métier à mes valeurs, ce qui était plus trop le cas à la fin quand j'ai fini par cette entreprise de travaux publics. Euh, ma première expérience, on va dire africaine, était très bien, mais en même temps, j'ai beaucoup pris l'avion et j'ai fait beaucoup d'allers-retours. J'ai eu le temps de remplir 2 passeports de visa, et donc j'avais envie aussi d'être sur un projet local. J'ai décidé de créer une SCOP, une société coopérative, avec pour but de construire des tiny house low-tech. Et pour ça, j'ai eu besoin de me reformer. On va dire que le côté théorie me posait pas trop de problèmes. J'ai lu les normes, j'ai lu des livres qui permettent d'expliquer un peu toutes les différentes étapes d'une construction ossature bois. Je me suis surtout formée sur le côté pratique, manuel, en faisant plusieurs stages chez des constructeurs de maisons ossature bois et de tiny house. Alors, dans la construction des tiny, le but c'est d'utiliser des matériaux qui sont le plus respectueux de l'environnement, parce que on voit à l'heure actuelle qu'il y a des gens qui construisent des tiny avec les mêmes matériaux, laine de verre, isolation, enfin pas très écologique, etc. C'est pas trop l'objectif de la SCOP. Nous, c'était d'arriver à utiliser des matériaux respectueux de l'environnement, essayer au maximum d'utiliser des matériaux de réemploi, ce qui s'avère en réalité assez difficile sur les tiny house, parce que les besoins ils sont spécifiques et on peut pas trop s'adapter à ce qu'on trouve en réemploi. Mais on arrive sur certains sujets, et arriver à faire une tiny house assez intelligente au niveau gestion du confort thermique, avec justement les low-tech, et aussi moins énergétique. Donc autonomie en électricité grâce aux panneaux solaires, pour pouvoir être un peu n'importe où, mais le but étant de ne pas avoir à mettre un champ de panneaux solaires pour pouvoir vivre. Donc par ailleurs, il faut réfléchir à sa consommation d'eau chaude, comment on se chauffe si on se chauffe pas à l'électrique, comment garder la chaleur l'hiver, comment ne pas avoir trop chaud l'été. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on a étudiées. Et ce que je trouve très intéressant dans les tiny house, c'est qu'on a vraiment les mêmes problématiques qu'une maison, mais c'est plus petit, et donc on peut se permettre beaucoup plus d'inventivité que quand on construit une grande maison de 100 mètres carrés. Mais on est quand même sur exactement les mêmes problématiques d'habitat qu'une grande maison. Même je dirais même en plus poussé, dans le sens où une tiny house, elle va être très sensible à, bah là il y a le soleil qui rentre à travers la baie vitrée et les fenêtres. On est l'hiver, donc c'est très bien, ça va faire monter en température la tiny, et ce soir il fera très bon dedans. Mais l'été, ça va être une cocotte minute. Donc c'est les mêmes problématiques, mais poussées à l'extrême dans la tiny de par sa taille. En fait, on réfléchit la tiny quand on la construit, elle a déjà une orientation. C'est-à-dire que ça, c'est le mur sud, ça, c'est le mur nord, mur est, mur ouest. C'est réfléchi plutôt par rapport au confort d'hiver, pour avoir des ouvrants au sud, pour avoir le soleil qui rentre, parce que c'est aussi agréable d'avoir de la lumière.
Et vraiment l'idéal de l'idéal, si le terrain le permet, c'est carrément de tourner la tiny entre hiver et été. C'est-à-dire que tous ces ouvrants-là qui sont vitrés et qui sont vraiment bénéfiques en hiver, et ben si l'été, la tiny, tous ces vitres sont côté nord, ben on va être beaucoup plus au frais l'été. C'est pas une entreprise d'autoconstruction. Par contre, ils sont vraiment invités ou s'ils peuvent, par rapport à leur activité professionnelle, à participer à la construction, parce que je trouve que c'est important de savoir comment est fait son habitat pour le futur. Plus on comprend comment il a été pensé, comment il a été fait, plus on est apte à le réparer. Et après, sur les parties low-tech, ce dont je me suis rendu compte, c'est que c'est bien que ce soit la personne qui va avoir l'usage de ces systèmes low-tech qui construit son système low-tech, parce que c'est comme tout, en fait, si on l'a pas construit nous-mêmes, en fait, on sait pas le réparer, on sait pas vraiment comment il fonctionne, même si c'est des systèmes très simples. C'est difficile de commercialiser du low-tech dans le sens où même le moindre système, il demande du temps passé. Bon, le temps passé, c'est de l'argent. Et du coup, un système low-tech, il en devient onéreux, alors que le but est à l'origine enfin à mon sens en tout cas, la philosophie, c'est plutôt de passer du temps à aller chercher des matériaux de récupération, construire avec, adapter, etc. Sauf que dans un cadre professionnel où chaque demi-journée est comptée dans notre temps passé, on peut pas se permettre de faire 5 déchetteries pour aller trouver 3 bouts de choses. Et puis au final, on vend quelque chose qui est fait de réemploi, qui a son utilité, hein, mais je trouve que le temps passé sur ces systèmes-là, qui sont très bien documentés avec des tutos, ils sont un peu dommages. Vaut mieux que la personne qui va avoir l'usage du système low-tech passe du temps à le construire elle-même, et du coup là, elle va vraiment pouvoir réduire les coûts, parce qu'il ne restera plus que la matière première, qui est assez souvent très basse au niveau des coûts. Les gens qui veulent du low-tech, souvent, savent ce que c'est que le low-tech et ont vraiment cette fibre à vouloir créer un habitat le plus résilient possible et sont intéressés. Et dans ce cas, moi, je les pousse à aller dans ce sens de construire eux-mêmes, quitte à ce que moi, je les aide un peu, je leur montre où sont les tutos. S'ils ont des questions, je peux répondre au téléphone, il n'y a pas de souci. Après, dans la conception de la tiny, moi j'inclus, s'ils veulent mettre en place des low-tech, je vais inclure les éléments qui leur permettent de mettre en place des low-tech. Par exemple, le chauffeur solaire, il faut une entrée, une sortie. Et ben ça, moi je vais le mettre dans la structure du mur pour qu'après ils aient plus qu'à venir encastrer leur chauffeur solaire. Bah pareil pour le poêle, il faut qu'il y ait une sortie en haut. La sortie elle sera prévue parce qu'on sait que leur poêle de masse va se trouver ici s'ils en font un. Pour tout ce qui est chauffe-eau, que ce soit à travers le poêle en utilisant un poêle bouilleur ou à travers le chauffe-eau solaire, au niveau de l'installation de plomberie, en fait, il faut quand même prévoir des systèmes dédiés qui vont pouvoir faire circuler l'eau dans ces systèmes. Donc ça, moi, je peux le prévoir pour qu'il n'y ait plus qu'à brancher le système low-tech pour que ça fonctionne. Enfin, jusqu'à présent, je travaille avec des particuliers qui achètent des tiny pour y vivre dedans à l'année et qui ont des budgets assez serrés, qui font que souvent moi je leur établis un devis pour on va dire toutes les étapes de la tiny, voire inclus les low-tech. Et après, vu leur budget, on vient rogner sur certaines choses. Et en particulier les low-tech parce qu'il y a des tutos que c'est documenté et qu'ils peuvent être aptes à le faire eux-mêmes. Ou d'autres choses comme la pose de la cuisine, où au final j'ai pas une valeur ajoutée énorme à poser une cuisine, un plan de travail et un évier. À mon sens, vivre en tiny house pour l'humain, ce qui est très agréable, c'est d'être proche de la nature, de pouvoir se permettre en fait d'être à l'extérieur. Et ce que viennent souvent chercher les gens, c'est ça, c'est cette possibilité de pouvoir vivre dans la nature sans devoir acheter une maison à 500 000 euros, où ils ne pourront pas l'acheter. Et donc, souvent, enfin, c'est un peu le schéma type de personnes qui ont les moyens d'avoir un loyer à 600-700 euros, qui se retrouvent donc en ville dans des petits appartes sombres, etc. Et qui se disent, ben, plutôt que ça, je préfère m'isoler un peu dans la nature et ce loyer-là, le passer dans l'achat d'une tiny house et du coup d'être sur une autre qualité de vie. Mais c'est très subjectif par rapport aux besoins des gens. Donc je dirais que personnellement, ceux qui font ce choix,
financier, mais pas que, parce que c'est pas que motivé par le financier de vivre dans 17 mètres carrés, c'est cette envie un peu d'avoir son cocon à soi et d'être proche de la nature et de vivre, d'avoir peu d'impact sur l'environnement. Du coup, pour le côté environnement, pour moi, le principal avantage de la tiny house, c'est de ne pas créer d'emprise sur le sol, en fait, de pouvoir être là, un moment de vie, avoir quelqu'un qui habite sur ce terrain, puis un jour ce quelqu'un il part, et puis en fait il reste plus de traces. Et il y a eu une phase où oui, il y a eu quelqu'un ici, mais en fait la phase d'après, le terrain, il est dans son état normal. Et pour moi, ça a du sens, parce qu'il y a énormément de logements en ville qui sont inoccupés. Il y a beaucoup de choses qui sont construites et enfin, qui ne sont plus de la nature, mais qui servent à rien, quoi, à l'heure actuelle. Les tiny houses qu'on construit, nous, c'est sur des remorques, du coup, qui sont homologuées pour circuler sur la route. Elles font, enfin, la majorité, c'est 7,20 m de long par 2,55 m de large. Donc le 2,55 m de large, c'est le gabarit routier qui nous contraint. Donc on est vraiment tout le temps sur cette largeur. En longueur, ça peut évoluer un peu. Et du coup, ça donne une forme un peu de tiny. Une tiny, c'est tout le temps une maison qui est un peu comment dire, c'est un rectangle très, très étroit, quoi. Et après, à l'intérieur, on retrouve un peu toujours la même configuration dans les tiny, c'est-à-dire que on a au sol 17 mètres carrés où on va avoir l'espace de vie, donc la cuisine, le coin, on va dire pour manger, table à manger, puis un petit coin salon. Ça dépend de chacun. Il y a des gens qui préfèrent avoir un grand coin salon, canapé et pas de table à manger, et d'autres qui n'ont pas de canapé et une grande table à manger parce qu'ils ont des enfants. Mais il y a la place de mettre les deux. On a aussi du coup directement sur le plancher un petit endroit toilette sec et salle de bain. Et après, les couchages se font en hauteur avec une ou deux mezzanines selon le nombre de personnes à faire dormir, par lequel on accède par des petits escaliers. Ça peut être des escaliers simples ou des escaliers un peu de rangement qui permettent aussi de ranger des choses à l'intérieur. Euh, la tiny house typique, bah, elle est assez vitrée, ce qui fait rentrer pas mal de lumière et qui enlève ce côté qui pourrait paraître un peu petit. Euh, Elle a une grande hauteur sous plafond. On est à peu près à 3,50 m de hauteur sous plafond, sachant que la mezzanine, elle est calée à 2 mètres de haut. Donc sous la mezzanine, on n'est pas oppressé, on peut quand même lever les bras, ça frôle pas le dessus de nos têtes. Et en haut, on est à l'aise pour être assis sur le lit sans toucher le plafond. Donc cette tiny house, si on commence par parler du chauffage, donc l'hiver. L'hiver, pour se chauffer, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, on peut pas se chauffer avec l'électrique parce que du coup, l'hiver, peu de soleil, et puis il faudrait énormément de panneaux de solaire et de batteries pour permettre de pouvoir chauffer électriquement la tiny l'hiver, et du coup, c'est pas du tout le sens d'une tiny house low-tech. Donc l'hiver, dans celle-ci, on a installé un poêle de masse. Dans d'autres tiny, on installe des poêles un peu plus simples. Et donc là, le but, c'est de faire brûler du bois qui va permettre de transmettre sa chaleur au béton réfractaire et au sable, et donc de rediffuser la chaleur dans la tiny pendant 6 heures. C'est un système qui fonctionne très bien, qui est bien adapté à une tiny house parce que ça permet, avec une très petite flambée, d'avoir une bonne ambiance chaude dans la tiny. Donc ce système, c'est le Puelito, qui est assez connu dans les systèmes low-tech. Le seul inconvénient à l'usage que je trouve au Puelito, c'est le fait qu'il faut être présent parce qu'on on a ce risque de remontée de flamme là où on apporte le bois. Et donc on peut pas se permettre de lancer un feu et puis aller faire trois bricoles dehors pendant une demi-heure le temps que ça chauffe. Faut quand même rester par là. Prendre une douche, ça peut passer. Mais voilà, il y a ce côté où il faut quand même surveiller un peu qu'il y ait l'appel d'air, faut bouger un peu les bois qu'on utilise en apport, en rajouter, etc. Ça a besoin d'un peu de vigilance. L'hiver aussi, au niveau chauffage, ce qui fonctionne, c'est le chauffe-air solaire, qui est installé du coup sur la face sud, ici. Donc c'est un système d'ardoise
enfin vitre, ardoise, qui permet de chauffer de l'air qui a été prise depuis la tiny. L'air a été pris depuis la tiny, circule derrière ces ardoises et re-rentre dans la tiny chauffée. Ça fonctionne très bien, ça se déclenche tout seul, etc. L'usage, au final, ce qu'on se rend compte, c'est un plus pour l'hiver, mais au final, la plupart des gens souhaitent avoir pas mal de surfaces vitrées au sud. Et donc, c'est pas vraiment un problème de faire rentrer la chaleur l'hiver dans la tiny. Et du coup, après un peu d'expérience, je dirais que ces chauffeurs solaires, ils seraient vraiment plus intéressants à installer tout de suite à l'est, que quand l'hiver le soleil se lève, ça commence à chauffer un peu la tiny, alors que le poêle, lui, il n'a pas forcément encore, il n'a pas forcément été lancé pour le matin. Que en fait en pleine journée au sud, où au final il y a tellement de soleil qui rentre dans la tiny, dans le sud en tout cas, depuis le sud, qu'elle chauffe d'elle-même à travers ces rayons du soleil, quoi. Mais il y a les toilettes sèches qui permettent donc de réduire la consommation en eau. Là on est sur une tiny qui est autonome en eau, donc on récupère l'eau de pluie de la toiture, qui est stockée dans une cuve de 1000 litres et qui après est filtrée et réinjectée dans le réseau d'eau. Si on veut être autonome, c'est clair qu'il faut réduire au max sa consommation. Donc enlever le toilette, c'est déjà une super bonne chose. Donc il reste en gros la vaisselle et les douches dans bon, le quotidien et l'usage en eau. Donc les toilettes sèches, aucun souci, ça fonctionne très bien. L'autonomie en eau, je ne sais pas si c'est considéré comme un sujet low-tech, mais l'autonomie en eau ici dans le sud, c'est compliqué. Avec une petite surface de toiture comme ça, c'est compliqué. Je pense que c'est viable avec 1000 litres cage, c'est viable pour une personne qui vivrait dans la tiny. Mais dans tous les cas, il faudra prévoir ou en milieu d'hiver, quand on a des hivers secs comme cet hiver-là, où il a quasiment pas plu, ou en milieu d'été, d'avoir une source d'eau à côté, d'aller remplir une tonne à eau et de la ramener ici pour avoir de l'eau pour tenir les saisons où il pleut pas pendant 3 mois, quoi. Alors une tiny house, nous on l'a construit en à peu près 3 à 6 mois. Ça dépend du niveau de finition et ça dépend du nombre de gens qui vont travailler dessus. 6 mois, c'est clé en main, c'est-à-dire que la tiny, on arrive, on donne les clés, il y a tout dedans. Elle est prête à être habitée, il y a l'autonomie en eau, en élec, tout est posé, quoi. Et 3 mois, c'est plutôt ce qui, au final, en tout cas, ce qu'on me demande le plus souvent, c'est la structure, l'habillage extérieur, donc le bardage bois, mais l'intérieur, il reste encore la cuisine à poser, éventuellement voilà, des petites étagères à mettre à droite à gauche. Disons que la fin de l'aménagement, c'est plutôt le propriétaire qui le fait après coup. Et dans ce cas, c'est plutôt 3 mois. Et qui construit aussi ses propres low-tech. En fait, une tiny house, c'est à peu près 20 000 euros de matière première. Donc juste la matière première, on en a à peu près pour 20 000 euros. Les gros postes, les grosses dépenses, c'est la remorque qui vaut plus de 5 000 euros. Et les fenêtres, et le bois, l'isolation, quoi, la structure. Donc si quelqu'un veut construire en autoconstruction, c'est pas ce qu'on fait nous, on est une entreprise qui construit, mais en autoconstruction, il faut compter 15 à 20 000 euros. Si les gens ont le temps d'aller chercher vraiment ce qui coûte le moins cher, faire du réemploi, etc., ça va pouvoir descendre un peu, mais c'est 15-20 000 euros, ce qu'on appelle hors d'eau hors d'air avec le bardage, etc. On est aux alentours de 35-40 000 euros pour avoir une tiny où il lui manque en fait les équipements intérieurs. Donc on a les fenêtres, on a le bardage extérieur, on a l'habillage intérieur, mais on a les tuyaux qui sortent pour l'évier. La douche est posée souvent parce que c'est un peu technique de poser la douche et de la rendre étanche avec le mitigeur, etc. Mais on a quelques petits câbles qui sortent du mur pour mettre les lampes. Et après, c'est à la personne qui achète de finir l'intérieur. Et quand on cherche une tiny qui est autonome, avec l'autonomie en électricité, les panneaux solaires et l'aménagement intérieur terminé, on peut monter à 65 000 euros. Sachant que les prix qu'on pratique, nous, je pense, sont assez bas sur le marché, parce que, premièrement, on appartient à un tiers-lieu qui fait qu'on a quand même des loyers modérés.
Donc c'est compliqué, hein, de trouver des ateliers pour faire des tiny. Il y a une grande hauteur sous plafond, c'est pas simple à trouver, c'est très cher des ateliers, à louer au mètre carré. Donc nous, on a cette chance-là, qui risque de pas durer. Et puis il y a aussi la synergie avec l'école Être, du coup l'école à transition écologique, où par eux, en fait, on a vraiment plein de jeunes qui sont intéressés à venir en stage et qui permettent d'avoir de la main-d'œuvre. Eux, ils apprennent, mais par ailleurs, pour l'entreprise, c'est de la main-d'œuvre qui coûte nettement moins cher que des employés. Et donc, tout le monde est un peu gagnant. Disons que le client est gagnant parce que c'est un prix qui est quand même assez bas sur le marché. Les jeunes, ils sont hyper contents d'apprendre sur 2 semaines. Ils voient beaucoup de choses dans une tiny parce que les étapes vont vite, vu que c'est plus petit que dans une maison. Et puis, bah, moi, ça me permet aussi de vivre et puis d'avoir le temps de transmettre à des stagiaires. En fait, une tiny, c'est vraiment une petite maison ossature bois. Les maisons ossature bois, ils sont construits. On les voit pas forcément parce qu'il faut savoir qu'une maison ossature bois, ça peut être crépi aussi. Donc on sait pas forcément que dessous, c'est pas des briques ou des moellons, mais c'est bien du bois. Dans la partie purement structurelle, il n'y a pas d'entretien à faire. C'est quelque chose qui est fait pour durer, vraiment. Euh, pour les menuiseries, les menuiseries, donc ça veut dire les fenêtres. Les fenêtres qui ont été installées, c'est des fenêtres qui seraient installées dans des maisons. C'est des fenêtres normales, donc c'est les mêmes maintenance, on va dire que dans une maison normale, il n'y en a pas vraiment, sauf cas particulier où il y a quelque chose qui se casse ou on veut changer le vitrage parce qu'on veut plus isolant, etc. Après, en extérieur, le bardage bois. Alors, sur une tiny standard, on va mettre un bardage classe 3. Donc, c'est un bardage qui est fait pour être, c'est du bois qui est fait pour être posé en extérieur, mouillé, sous le soleil, etc. Et qui va tenir dans le temps longtemps. Un bois qui est mouillé, qui est au soleil, il va devenir gris, gris comme un tronc. Tous les bois deviennent comme ça, donc on en voit pas mal sur les bâtiments publics de ce bois grisé. C'est naturel. Un bois, il va devenir comme ça. Tout bois qui reste dans la nature va prendre cette couleur-là. Parce que le bois, on vient le prendre au cœur de l'arbre, puis on le met à l'extérieur. Et dès qu'il va être à l'extérieur, bah, il va reprendre la couleur d'un tronc, entre guillemets, quoi. Il va avoir ce gris neutre. Donc si ce gris neutre, c'est quelque chose qu'on aime, ça dépend vraiment des personnes. Moi, je sais que j'adore ça parce que je trouve que ça s'intègre d'autant plus dans la nature en ayant cette couleur-là de gris neutre. Et ben le bois, on n'a pas grand-chose à y faire. Il va griser et il va rester comme ça dans le temps, sachant que le bois, comme il est aéré, il a une lame d'air derrière lui, il va facilement se mouiller, ressécher, se mouiller, ressécher. Un bois, il ne va pas pourrir si il n'est pas trempé dans l'eau. C'est-à-dire qu'un bois au sol, il pourrit. Un bois qui est posé à la verticale, où il y a de l'air devant, de l'air derrière, il pourrit pas. Il reste le même. Après, il y a des gens qui aiment bien les bardages bois un peu plus chalet de montagne, c'est-à-dire avec cette couleur un peu orange clair ou marron foncé, etc. Et dans ce cas-là, ça demande un entretien. Faut mettre des huiles, des saturateurs, du vernis, enfin il y a des lasures, il y a différents systèmes pour traiter le bois extérieur pour garder cette couleur. Mais c'est vraiment c'est du plus esthétique, quoi. Après, il en existe des naturels maintenant à base d'huile de lin et d'autres huiles qui sont assez performantes, ça reste quand même de l'huile. À un moment, s'il faut en remettre tous les 3 mois, c'est bien qu'elle a fini quelque part, quoi. Après, les low-tech, l'autonomie en eau et en élec, ça demande de la maintenance. Faut savoir que c'est une petite maison, une tiny comme ça, autonome, c'est une petite maison qui vit et on a besoin de s'en occuper. En fait, comme quand on est propriétaire d'une grande maison, il y a des gens en location qui sont pas trop au courant, mais en fait, toute maison s'entretient un peu. Il va y avoir des feuilles dans la gouttière. Donc sur l'autonomie en eau, par exemple, il va y avoir les filtres à changer. Qui permettent de filtrer l'eau qui arrive au robinet. L'hiver, il va falloir faire attention avec le gel, parce qu'on a des tuyaux qui peuvent être en extérieur. Euh, sur le chauffe-eau solaire, pareil, le chauffe-eau solaire, en fait, on a de l'eau qui passe à l'intérieur. C'est possible d'avoir un autre liquide qui gèle pas, mais nous, là, on a fait le choix par simplicité d'avoir de l'eau. Ça veut dire que l'hiver, bah, faut le vidanger pour pas que l'eau gèle et que tout y explose. Euh, sur le système ELEC, ben, il peut y avoir des petits problèmes de maintenance, l'onduleur qui a une petite partie grillée, qu'il faut envoyer au SAV, des petites choses comme ça, mais je dirais que c'est plutôt sur l'eau.
où ça demande un peu d'entretien. Comme je disais tout à l'heure, bah, des fois il va y avoir période de sécheresse, il faut aller en chercher de l'eau. Donc on va en chercher. Euh, il peut y avoir un problème de fuite parce qu'au final ça a un peu gelé, donc ça a fait bouger quelque chose, il faut réparer. Et pareil sur les systèmes low-tech. C'est des systèmes, ben, bon, le poêle par exemple, faut le ramoner, mais le chauffeur solaire par exemple, je l'ai construit il y a 2 ans maintenant, et ben il monte tellement en température que la petite sonde là qui se dilate pour ouvrir le clapet, elle est tombée. Parce qu'en fait, même si elle était super bien collée, en fait le mastic il tient pas à une température l'air qui sortait, elle est montée jusqu'à 70 degrés. Donc après, c'est peut-être pas une énorme quantité d'air hein, qui sort à 70 degrés, mais il n'empêche que à cet endroit-là, il fait 70 degrés, c'est pas rien. Donc c'est des petites choses à l'usage aussi à changer. Le chauffe-eau solaire, pareil, il est noir derrière, il y a du bois autour. Donc c'est cette chaleur qu'il y a eu dans le chauffe-eau solaire, il monte pareil, il monte à 60 degrés à l'intérieur l'air. Donc ça fait dilater le bois, donc ça bouge un peu, faut peut-être remettre un joint pour pas qu'il y ait de l'eau qui puisse rentrer à l'intérieur. Moi, je conseille en tout cas pour des gens qui veulent être dans cette démarche low-tech, d'apprendre un minimum à bricoler et à observer et à apprendre par soi-même à trouver des solutions et améliorer l'objet, quoi. Faut savoir que des tiny house, il s'en vend pour les campings, il s'en vend euh, pour des gens qui ont beaucoup d'argent et qui veulent avoir un petit bureau au soleil au fond de leur jardin. Il s'en vend pour des gens qui veulent avoir quand leurs petits-enfants y viennent une petite maison, une petite annexe à part dans leur grand domaine et qui mettent une tiny. Pour des logements insolites dans des masses, etc. Donc bon, il y a différents types d'usage de la tiny. En tout cas, l'usage en mode habitat résilient, effectivement, c'est une certaine somme que tout le monde ne pourra pas mettre. Après, je pense que c'est possible si ça venait à être plus simple d'installer des tiny, parce que c'est le cœur du problème, c'est de les installer sur un terrain. Et ça a commencé à se faire dans certaines régions, ce serait possible de mettre en location des tiny pour des gens qui ne peuvent pas investir parce qu'ils vont pas pouvoir emprunter de l'argent et donc investir les 40 000 euros nécessaires. Et dans ce cas, ils auraient accès à un loyer beaucoup plus bas que leur 7e étage, enfin, ou équivalent, mais en tout cas dans un tout autre contexte. Mais tant que ça, c'est pas possible à travers les plans locaux d'urbanisme, on n'y viendra pas, quoi. Faut savoir que dans certaines villes, il y a des tiny qui ont été installés pour les étudiants en location. Du coup, en location sur l'année scolaire et que ça fonctionne bien, quoi. La version la plus officielle, c'est l'État dit oui, d'accord, on a compris qu'il y avait des habitats légers qui allaient être installés, donc on crée une nouvelle catégorie dans les PLU qui s'appelle les zones pastilles. Mais en réalité, des zones pastilles, il y a eu aucune. Enfin, il n'en existe pas quasiment nulle part. C'est des zones qui permettent d'accepter des habitats légers sur le terrain, quoi. Mais en réalité, il n'y a pas encore vraiment d'application de ça. Donc on est plutôt sur des arrangements entre la mairie, les propriétaires, la DDTM. Ça dépend des endroits. Il y a des endroits où les tiny elles vont être installées sur un terrain constructible. Donc elles vont faire un permis de construire alors qu'elles sont mobiles. Ça n'a pas de sens de faire un permis de construire pour une tiny qui est mobile. Il y en a d'autres qui vont être considérées comme extension d'une maison. Mais du coup, elles vont devoir quasiment coller à la maison alors qu'elles pourraient être au fond du jardin dans un bien meilleur endroit. Bon, il y a plein de cas différents. Et puis le cas à l'inverse, le plus loin de la légitime, c'est juste de se cacher. Il y a beaucoup de gens, en particulier les agriculteurs, qui choisissent l'habitat mobile parce qu'ils ne peuvent pas forcément se permettre autre chose et que par eux, pour le coup, ils ont des terres. En tout cas, ils ont accès à des terres. C'est de se cacher pas montrer que quelqu'un habite ici, d'être entouré d'arbres, que personne ne sache qu'il y a quelqu'un qui habite ici, quoi. Et puis il y a vraiment un amalgame qui, à mon sens, n'est pas forcément bon de cabanisation. Pour moi, c'est pas pareil une caravane qui va pourrir au fond d'un terrain qu'une tiny house qu'on pose sur un terrain. Déjà, rien que la valeur marchande, quand on possède quelque chose qui coûte 50 000 euros, on va pas le laisser pourrir sur un terrain. Elle va venir, elle est habitée, puis elle va repartir. Mais après, il se pose d'autres problèmes. C'est-à-dire,
Est-ce autorisé de ne pas être, connecté à l'eau potable et à l'eau assainissement? Parce qu'une Mmh. tiny autonome, elle est pas connectée. Alors être autonome en électricité, il y a pas de problème particulier en France. Après, ne pas être connecté à l'eau potable, ça peut être considéré comme un problème et la même chose pour, le côté assainissement. C'est-à-dire qu'il faut faire passer un organisme qui certifie que oui, en fait, le système de filtration fait bien son travail et qu'on n'est pas en train de rejeter, des choses dans la nature, quoi. À Montpellier et à Lyon, il y a eu deux parcs un peu, on va dire, parcs à tiny qui ont été installés pour les sans-abri. Et du coup, ça officialise aussi cette idée de oui, on peut créer de l'habitat sans forcément, déjà beaucoup plus rapidement que créer un foyer en dur, nanana, il faut 1000 autorisations. Là, on veut loger des sans-abri, on doit les loger. Ben oui, en fait, des tiny, on peut les construire rapidement, on peut les amener rapidement, ça peut être sur des terrains communaux. Donc le terrain est beaucoup plus facilement accessible que trouver un terrain constructible dans une ville pour faire un foyer d'accueil pour les sans-abri. Et donc, je trouve que ce type de projet public, il officialise quand même l'existence de ces habitats qui peuvent avoir un sens typiquement dans ce cas-là, quoi. Dans le cas des sans-abri, de certains sans-abri, souvent c'est des mères isolées qui sont mises dans ces tanises, ça leur permet de retrouver un cocon, de pas être, de foyer en foyer et cetera. Mmh mh. Donc ça, c'est quand même une bonne chose, c'est des mairies, ou écolos ou qui ont cette envie un peu d'aller, dans ce biais-là. Donc ça, c'est positif. On espère que ça va évoluer dans ce sens.